dans le GG et vous. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec le candidat à la primaire de la gauche, la primaire de la Belle Alliance, Monsieur Gérard. Gauche. De Monsieur Gérard Filoche. Elle s'appelle primaire citoyenne ouverte à la gauche et aux écologistes. Bienvenue dans les grandes gueules, Gérard Filoche. Merci, bonjour. On a appris la condamnation de Jérôme Cahuzac, 3 ans ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. C'est l'affaire de son fameux compte, de ses fameux comptes cachés à Singapour et en Suisse. 3 ans de prison ferme. Justice est passée. C'est un bon exemple pour tous les autres, mais il reste du travail. Il y a 80 milliards de fraude fiscale à débusquer encore. Et Cahuzac, c'était vraiment le comble. Le gars est ministre du budget, il avait un panneau lutter contre la fraude fiscale sur le ventre, et il fraudait lui-même. C'est sans doute dans l'histoire de la République, il y en a eu beaucoup des scandales de corruption, mais des provocations pareilles. Quand on dit aux gens serrez-vous la ceinture, on va diminuer sur la Sécu, on va diminuer sur les collectivités territoriales et tout, faire ça, c'était vraiment le comble du comble. Vous pensez que ça aura valeur d'exemple cette peine qui est sévère? Je milite, il n'y a pas de mandat de dépôt pour l'instant, il est libre. Il va faire appel sans doute. Oui, sûrement, il va faire appel. Et donc c'est pas fini, mais que ça serve pour les multinationales. Vous savez les scandales qui s'appellent LuxLeaks. 58 multinationales françaises blanchissent. Alors c'est pas vraiment tout à fait de la fraude. On appelle ça optimisation quand on est très poli. Donc ça veut dire que c'est légal. Oui, mais c'est quand même au borderline. C'est-à-dire ça permet d'enlever quand même 100 milliards par an à la République. Et puis vous avez 80 milliards de fraude fiscale. Alors là, ça c'est totalement illégal. Mais quand même, l'affaire Cahuzac, c'est sous la gauche qu'elle a éclaté. C'était un ministre de gauche de François Hollande, à qui on promettait d'ailleurs le meilleur avenir. Quelle est la leçon à tirer de tout ça? Moi, j'avais dit à l'époque, c'est que j'avais dit au moment où je m'étais bien insurgé, que j'avais ressenti parce que il aurait jamais dû être ministre. En fait, c'était une erreur de casting, bien sûr. Pourquoi on va chercher ces gens qui sont d'ailleurs arrogants sur le plan financier, sur le plan autoritaire? Enfin, c'est pas la gauche, quoi. La gauche, normalement, c'est des gens, je dis pas qu'ils doivent tous être syndicalistes, mais quand même, ils doivent avoir un profil qui montre qu'ils ont un peu trempé leur chemise dans les luttes sociales. Les affaires, il y en a eu à gauche comme à droite. Enfin, on voit pas tellement de différence entre les deux camps. Moi qui suis de gauche, j'aime pas quand c'est mon camp, et je voudrais qu'il soit beaucoup plus propre et beaucoup plus exemplaire. Est-ce que ce qui justement a exaspéré beaucoup l'opinion, ça n'est pas le visage de ce qu'on a appelé la gauche morale ou la gauche caviar, qui effectivement avait un discours où on chantait la messe socialiste, mais une pratique qui était l'exacte inversion de cette norme proposée. Vous avez raison, mais c'est ni la gauche morale ni la gauche caviar, c'est la gauche blairiste. C'est la gauche de Schröder. C'est la gauche de Valls. Non, mais je parle du discours. Ce discours généreux, lui, c'était la lutte contre la fraude fiscale, etc. Et qui est en opposition. Donneur de leçons et en infraction totale avec ce qui est fait. Enfin, quand même, dans l'histoire de la gauche, c'est plutôt des gens qui ont donné leur sueur, leur générosité. Ça fait très longtemps quand même, excusez-moi, mais mais... ça fait longtemps. Enfin, là, vous nous parlez d'une gauche qui remonte à quand? Moi, je rencontre tous les jours, monsieur, j'ai manifesté. Non, mais celle qui est au pouvoir. Oui, j'entends bien, mais moi, quand je parle de la gauche, c'est pas forcément celle qui est au pouvoir. C'est celle qui devrait y être comment? Dans les manifestations contre la loi El Khomri, il y avait beaucoup de socialistes, et qui étaient absolument pas d'accord. Le Parti socialiste lui-même n'a jamais voté pour la loi El Khomri. Elle lui a été imposée d'en haut, et il y a beaucoup de militants socialistes qui sont ouvriers encore. Mais écoutez, moi, quand je manifeste, il y a toujours des gens qui viennent me voir, et ils me disent, ils sont du front de gauche. Ça me fait plaisir. Non, pas seulement, monsieur. Enfin, pas seulement. Je respecte tous ceux qui viennent et qui sont au Front de gauche, au Parti communiste, chez les Verts, etc. Mais il y a beaucoup plus de socialistes qu'on croit dans les organisations syndicales. Vous savez que quand on fait des analyses au sortir des votes, vous avez probablement 60% de la CGT qui vote socialiste. Vous avez pareil à Sud ou etc. Ou encore plus à FSU. Faut regarder ces votes-là, ils signifient. C'est pas des gens ils sont dans leur syndicat, ils sont dans le parti, ils tiennent à leur parti comme moi, je tiens au mien, comme moi, je respecte tous les socialistes, comme moi, je pense que le socialiste devrait être un grand parti clean, ouvert, populaire, au lieu de ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Oui, mais ça peut le redevenir. Qu'est-ce que vous faites dans la galère de la primaire de la gauche? Pour terminer ma phrase, ça peut le redevenir comme en Grande-Bretagne, avec Jérémy Corbyn, qui est mon modèle quelque part, parce que c'est quelqu'un qui était de gauche, un peu marginal dans le Labour Party, mais il en a pris la direction. Il a gagné 2 primaires consécutives contre les blairistes, contre les valsistes, pour traduire, et maintenant le Labour Party est passé de 100 000 membres à 650 000 membres, et c'est le plus grand parti de toute la gauche européenne. Aujourd'hui, vous êtes fait minoritaire.
galère à la primaire entre Valls, Montebourg, Peillon, Hamon. Qu'est-ce que vous faites dans cette galère? Pas ça, là, je viens de monter ce matin dans les sondages. Et puis, combien? Je suis à 6. Dites donc, loin devant de Rugy, Benamia, Sota 1. C'est mieux que le score de Valls. Madame Pinel est à 0. Je suis fait 5,80. J'allais vous le dire. Merci de me le souffler. Il a la tête d'un futur Premier ministre. Merci de me le souffler. Je suis mieux placé qu'on était Valls il y a 5 ans. Donc en vérité, on vous souhaite le meilleur. Je vous en remercie. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est d'entendre un son et des arguments différents dans cette primaire. Je suis probablement le seul qui n'ait pas de mandat. J'ai jamais été ministre. J'ai jamais eu de mandat. J'ai toujours été un syndicaliste, un défenseur des droits des salariés. Je trouve qu'il y a une place pour dire ça. J'aimerais bien être sur le plateau de télévision. Vous avez au parrainage? Pour dire que je défends. Ben non, je les ai pas. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi? Mais parce que je voudrais bien savoir, parce que moi j'avais des promesses de parrainage. En fait, c'est très politique tout ça. Je vais vous dire, parce que la dernière discussion, ils ont dit il y aurait 7 places à peu près. Alors il y en a qui disent que Marie-Noëlle Lienemann se retirait, mais j'ai pas de confirmation. Il y en a d'autres qui disent Sylvia Pinel était dehors, mais elle revient quand même pour qu'il y ait peut-être une femme. Oui, et puis par ailleurs, il vient d'arriver Vincent Peillon. Je sais pas s'il a ses parrainages, mais ça doit se faire d'un seul coup. Et en fait, vous savez si il en faut combien? C'est compliqué parce qu'il en faut dans des catégories différentes entre les membres du CN, les maires, etc. Il y a des consignes pour ne pas donner de parrainage à Filoche? Il n'y a pas besoin de consignes. Si Jean-Christophe Cambadélis disait la candidature de Gérard Filoche est légitime, je les aurais dans les 5 minutes qui suivent, vous comprenez? Ah, c'est comme ça au Parti Socialiste? C'est comme dans tous les partis de ce point de vue, vous savez, il n'y a pas de miracle. S'ils considèrent que ma parole est légitime, je serai. Enfin, ça donne raison donc pour le coup à ceux qui critiquent les primaires, hein, excusez-moi. Non, ça donne raison. Moi, je voulais des primaires beaucoup plus grandes, elles auraient été avec beaucoup plus de contrôle. Parce que s'il y avait eu le Parti communiste, s'il y avait eu les Verts, s'il y avait eu Mélenchon, etc., le contrôle, ça aurait été co-organisé. Ça serait pas seulement dans les mains de Cambadélis. Et à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus démocratique. Cambadélis. Vous n'avez pas confiance en ancien trotskiste. Vous avez bien entendu que je le mettais pas en cause. Je disais que s'il disait que j'étais légitime, j'aurais les signatures. Fatima Ibounoua. Vous avez dit au sujet de Pinel, il pourrait qu'elle revienne, car il faut quand même une femme. J'étais désolé de prononcer cette phrase. Alors oui, parce que moi ça m'amuse un petit peu le parti. Mon hésitation. Non, parce que le Parti socialiste quand même est le premier à nous parler de parité, de mixité, de diversité. Mais lorsqu'il s'agit de le vivre, aussi bien pour leurs enfants que d'un point de vue politique. Attends, 2 minutes. On a l'impression qu'on veut bien de cette diversité ou cette parité en déco. Donc comme Valls en arrière-plan où il va nous mettre un arrière-plan multicolore pour aller. Donc est-ce que tout ça, la parité, la mixité, ça n'a de sens ailleurs qu'en arrière-plan pour décorer? Vous avez 1000 fois raison. 1000 fois raison. Je partage votre. Non mais j'aurais pas posé cette question s'il n'avait pas dit cette phrase. Et puis vous notez comment j'étais embarrassé pour la dire, parce que je serais pour cette parité, évidemment. J'ai constaté que dans la droite, par exemple, il y avait 8 candidats, il y avait aussi qu'une femme. Et je constate là qu'il va y avoir peut-être 7 ou 8 candidats, probablement il y aura une femme ou 2 femmes. Je le regrette. Voilà, je le regrette. Et je trouve que surtout pour la présidence de la République. Et à la présidence de la République, on n'a encore jamais eu une femme. Et donc ça aurait été bien qu'il en soit ainsi. Moi mais je suis proche de Marie-Noëlle Lienemann et j'aurais aimé la soutenir si on arrivait à se mettre d'accord. Gérard, Fatima a raison. Les femmes, mais la diversité, la couleur de cette primaire socialiste, ce sont des blancs avec des cheveux blancs. Excusez-moi, je parle pas que pour vous, Gérard, mais quand je vois Payon, Montebourg, Valls, c'est des quinquas, des hommes. C'est le même profil. Ça manque de vieux. Mais après, on va dire qu'il faut. Vous savez, quand on parle des présidents, on dit qu'il faut qu'ils soient notabilisés, machin. Moi, je suis typiquement celui qui ne l'est pas notabilisé. Je détonne dans cela. Et donc, et je vous dis mon opinion. Si c'était un autre, casting, ce serait infiniment mieux. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de syndicalistes. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui viennent, qui aient été ouvriers, qui aient été employés, etc. Parce qu'il n'y a pas que la question des sexes, il n'y a pas que la question des visages et de leur couleur. Il y a la question de leur origine sociale. Parcours professionnel, oui. Bah oui. Et de leur expérience. Je dois être le seul qui est fils d'ouvrier, qui a été ouvrier. Hein. Gérard, moi je te connais bien. J'ai une question à te poser. Souvent les gens qui se présentent comme ça à la primaire, moi j'ai toujours l'impression qu'ils viennent chercher un steak pour s'assurer ensuite, comme ils représentent un certain nombre de gens derrière eux. Voilà, tu dis 6, peut-être 10 à la fin. Tu représentes un certain nombre de gens. Et donc après, est-ce que par exemple tu
par rapport à un ministère qui serait envisageable après. Est-ce que ça fait partie de parce que moi j'ai l'impression que des fois c'est des stratégies, tu vois, que les types là, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se présentent à droite et à gauche, c'est parce qu'ils se disent bon, on va voir que j'ai quand même 600 ou 700 000, et puis les deux ils se moquent de moi en permanence, c'est extrêmement pénible. Pas du tout, on est tout oui. Et donc est-ce que là-dessus, comment tu Étienne, ça fait 53 ans que je milite. Ma première carte syndicale était en 1963 à la CGT. Je n'ai jamais couru après les postes. J'ai préféré être inspecteur du travail parce que ce métier me passionnait. Et j'ai travaillé moi-même 12, 14 métiers, je vais pas vous en faire la liste. Si j'avais voulu faire ce que tu dis, je l'aurais fait quand j'avais 40 ans ou 50 ans ou 60 ans. J'ai quelque chose en moi de, comment dirais-je, parfois d'incorruptible au sens où je n'aime pas ça. Et si je me présente, si je fais cette bataille qui est assez difficile, c'est pas pour les postes ou l'intérêt, c'est pour les idées que je défends. Je suis sûr, c'est une vanité peut-être, que je suis le seul qui ne cédera pas face à Bercy. Aucun d'eux ne m'impressionnera. Quand je dirais on va aller chercher l'argent de la fraude fiscale, faudra qu'ils y aillent. Et ils iront. Quand je dirais on augmentera les salaires, on augmentera les salaires. Et je suis pas intimidable, je suis pas pressionnable, je le dis parfois, dans le monde de la haute, c'est pas mon monde. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils me veulent pas à la primaire. C'est parce que je suis un peu irréductible, pas l'irréductible gaulois comme dirait l'autre, mais je suis un peu irréductible, un petit peu inclassable. Pourquoi vous ne rejoignez pas Mélenchon, par exemple? Mais parce que quelqu'un comme Mélenchon. Oui, mais c'est une autre question, je veux bien y répondre aussi. Je veux pas parler. Non. D'accord, mais attendez, moi, excuse-moi. La censure est assumée. La question avec Jean-Luc Mélenchon, le 21 janvier dernier, on a eu une réunion de toute la gauche et on a dit on fait une plateforme commune, un candidat commun. Il nous a fait un bras d'honneur, il a dit la plateforme c'est la mienne et le candidat c'est moi. Donc ça n'a pas facilité les choses depuis le 21 janvier dernier. Ceci dit, si je gagnais, j'entends que je suis pas le seul à le dire. Le 29 janvier, j'appellerai tout de suite Mélenchon et j'appellerai tout de suite Yannick Jadot et je dirai nous sommes trois. Il faut que nous soyons un. Il faut donc trouver un programme de gouvernement et un accord pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat à la primaire dès le 23, à la présidentielle ce coup-là, dès le 23 avril. Parce que s'il n'y a pas un seul candidat de gauche, ça fait un an que je. Il y a Emmanuel Macron aussi, hein. Et je suis désolé, il y a les électeurs de gauche qui ont envie de voter pour lui. Je suis désolé pour vous, Gérard. Je sais bien, je l'entends, mais je leur dis qu'ils se trompent. Parce qu'en vérité, Emmanuel Macron, il dit je suis ni de droite ni de gauche. Et quand on est ni de droite ni de gauche, on est ni de gauche ni de gauche. Il y a quelque chose au fond qui se passe. Puis ensuite, quand on l'écoute, on comprend qu'il n'est pas de gauche. Alors, l'appartenance à la gauche. Alors comment expliquer qu'il est finalement devant les candidats socialistes dans tous les sondages? On va voir si ça va tenir. Non mais moi, aujourd'hui, j'ai donné mon aujourd'hui. Oui, je sais. Mais Juppé aussi, hein. C'est comme Valls, il est en tête, mais c'est comme Juppé, hein. Oui. Et ce que je dis sur Emmanuel Macron, c'est qu'il faut écouter ce qu'il dit, parce que c'est pas la politique que nous pouvons souhaiter. Il y a ni réforme bancaire, ni réforme fiscale. Il y a plutôt une anticipation de tout ce qu'il y a de plus libéral. C'est le défenseur d'Uber. Vous l'avez écouté ce matin? Vous l'avez écouté ce matin? Voilà. Je cite ce que disait Macron ce matin chez Bourdin. Ce que je veux, c'est permettre aux Françaises et aux Français de vivre plus dignement de son travail. Donc je veux être le candidat du travail et pour cela diminuer l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Je veux donc supprimer les cotisations maladie et chômage que paye le salarié. Pour un couple au SMIC aujourd'hui, ça fera 500 € d'augmentation nette par an. Vous savez ce que ça veut dire? Moins de retraite, moins de sécurité sociale, moins de maladies, moins de chômage, moins d'accidents. Peut-être plus de travail, parce que c'est quand même ça qui fait bouffer le travail. La seule chose qui compte, c'est le salaire brut. Les gens sont pas souvent conscients. Mais il faut qu'ils regardent leur feuille de paye sur le haut. Parce que leur feuille de paye sur le haut, c'est ce qui assure leur vie. Enfin, c'est ce qui ne touche pas aussi, hein. Mais si ça vous touche, monsieur, vous n'avez pas de cancer, je ne vous le souhaite pas. Vous n'êtes pas encore en retraite, ne précipitez pas. Mais votre retraite, votre maladie, votre accident du travail dépend du haut de votre feuille de paye et pas du bas. Et c'est le travail surtout qui permet aussi d'avoir tout ce que vous êtes en train de... Du temps des esclaves, les maîtres payaient tout aux esclaves. Le logement, du petit jusqu'à la mort. Quand on a été libéré comme salarié, au début, nous n'avions que la tâche, on s'appelait des journaliers, des tâcherons, et on n'était payé que pour ce qu'on venait faire. Il a fallu 170 ans pour que les salariés gagnent ce que les esclaves avaient avant, c'est-à-dire à nouveau un toit, une santé, un chômage et une retraite. Et donc, en vérité, ça n'est pas superflu, le salaire brut. C'est essentiel. C'est une partie du salaire mutualisé mise dans un pot commun et redistribué à chacun selon ses besoins. Mais c'est mieux géré que les mutuelles ou les complémentaires, monsieur. La sécurité sociale, elle a à peu près 3,7 à 4,5 de frais de gestion. Tandis que toutes les complémentaires privées, toutes les assurances privées, toutes les caisses de prévoyance ont autour de 25% de frais de gestion. C'est pour ça que moi, je suis pour revenir à une grande sécurité sociale. Oui, vous êtes pour la retraite à 60 ans. Or, la réforme
de retraite a permis de sauver la sécurité. Pas du tout. Ah bon? Ce qui permettra d'économiser pour la sécurité sociale, c'est de mettre fin au millefeuille des complémentaires. Parce qu'on gagnera là une somme considérable. 20% de gestion. Et il faut que tout le monde, même le RSI, je n'arrête pas de le dire, je suis pour le supprimer. Parce que je suis pour que tout le monde soit à la sécurité sociale. Avec une cotisation proportionnelle. Même les notaires? Mais tout le monde! Tout le monde, écoutez-moi bien, elle doit être universelle. Il y en a plein qui disent que c'est pas le meilleur des systèmes. Mais parce que c'est une économie considérable. Vous comprenez bien que si vous avez une seule grande mutuelle, vous pouvez mieux rembourser les lunettes et les dents. Si vous avez une seule grande caisse, vous avez moins de frais de gestion. La liberté de quoi? De payer soi-même son cancer. Ceux qui le veulent pourront le faire. Gérard Filoche continue dans le grand oral DG. Question de Gilles-William Golnadel qui a bu vos paroles, mais dans 3 minutes la question, bien sûr. Grand oral des GG avec Gérard Filoche, candidat à la primaire de la gauche. Gérard Filoche, une question. Il bout. Il est temps de libérer la parole de Gilles-William Golnadel. Non, mais c'est l'avocat qui va poser la question, mais en même temps, moi, je vous ai connu, je me suis reculé avec vous il y a à peu près une quarantaine d'années à Rouen, déjà. C'est vrai? Un petit gars de Rouen, et vous aussi. Ouais, Sotteville et Rouen. Oui, non, c'était pas Sotteville, c'était à la Bourse. Bon, d'accord. 40 ans. Donc, non, mais moi, il n'oublie pas. Je n'oublie pas, non, mais j'ai beaucoup de respect. Et en principe, la flagornerie, c'est pas le premier défaut qu'on me prête pour Monsieur Filoche en tant que type sincère. Vous êtes sincère avec Marie-Noël. Je pense que vous êtes les deux seuls sincères de tout le panel qu'on va nous présenter. Cela étant, j'aimerais savoir, entre nous, ça reste entre nous, quand vous étiez vous dites vous militez depuis 40 ou 50 ans. 50 ans, quand ouais, vous 63. Étiez inspecteur du travail, est-ce que vous militiez encore? Bien sûr. Vous étiez un inspecteur du travail militant. Mais on a le droit de se syndiquer à l'inspection du travail. J'étais à la CGT tout le temps. Non, parce que moi, en tant qu'avocat, je peux vous dire que je souffre énormément dans mes dossiers d'avoir affaire à des inspecteurs du travail militants. Oui, mais monsieur, les inspecteurs du travail n'ont pas le pouvoir de sanctionner. Ils ne font que des rapports. C'est le juge qui décide. Puisque vous êtes avocat, vous le savez bien. Oui, mais vous savez. Donc, l'inspecteur du travail, il va sur le terrain, il regarde, il observe, il fait un rapport, et c'est le juge qui décide. Pourquoi tu Donc, souffres? nous ne pouvons pas interpréter mal les choses. Si vous saviez le grand cas, malheureusement, que l'on fait des rapports de l'inspection du travail quand on plaide devant un tribunal pour un type qui peut-être a été maltraité par les inspecteurs du travail. Non, mais je ne sais pas le cas que vous évoquez, on pourrait discuter de milliers de cas. Moi, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises en 30 ans. J'ai dû enquêter sur 14 accidents mortels. Vous savez, on les oublie pas, hein. J'ai dû voir des quelques dizaines de gens qui étaient amputés j'ai dû voir des gens qui souffraient, qui venaient pleurer dans mon bureau parce qu'ils avaient été harcelés ou parce que ils étaient en fin de carrière ou bien parce qu'on les virait alors qu'ils avaient tous leurs droits, leur famille et tout ça. Donc c'est un métier dur que de regarder l'employeur, c'est votre ennemi? Non, monsieur, j'ai toujours dit que les employeurs, c'est comme Cahuzac. S'ils sont pas respectueux du droit, évidemment, je les combats. Mais ceux qui sont respectueux du droit, il y a aucun problème. Vous avez une vision à l'ancienne, j'ai envie de dire, du monde du travail, avec d'un côté le salarié le nouveau esclave, et puis de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont plus salariés, qui sont auto-entrepreneurs, qui sont chauffeurs VTC, tout cela est en train de bouger. Alors on appelle ça la l'ubérisation de l'économie, avec un terme un peu péjoratif. J'entends bien, mais je pense que l'analyse est heureusement, excusez-moi, superficielle. 93% des actifs sont salariés aujourd'hui. 7% ne le sont pas. Les auto-entrepreneurs, sur le papier, c'est 1 million de personnes, mais il n'y en a que quelques dizaines de milliers qui fonctionnent réellement. Quant au VTC, vous avez raison, c'est un scandale tel. Vous avez vu que Uber vient de prendre une commission de 5% en plus, et qu'ils sont en mouvement à nouveau, puisque le 15 décembre prochain, Porte-Maillot, je serai avec eux d'ailleurs. Ils s'organisent. Oui, parce qu'ils s'organisent. Et c'est normal qu'ils cherchent à se syndiquer, parce qu'eux, ils n'ont pas de contrat de travail. Ils n'ont pas d'horaire, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de médecine du travail, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas d'inspecteur non plus. Or, ils touchent quand ils reçoivent une course, et c'est eux qui payent dans une relation commerciale à Uber 25%. L'autre jour, j'avais un jeune de 25 ans me dire, moi, je veux m'en sortir et tout ça. Je dis, je dis, combien vous avez fait d'heures aujourd'hui? Il me dit 20 heures. Je dis, vous faites combien d'heures dans la semaine? Il me dit 110, 120. Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Je dis, mais vous en sortez? Il me dit, mal. Je dis, vous payez des cotisations, pour revenir à notre sujet de tout à l'heure. Il me dit, non, je paye pas parce que j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines. Et je dis, alors?
Il me dit c'est 1600 €, je les rembourse. Mais je dis vous avez demandé à Uber. Il me dit oui, j'ai demandé 2 fois par lettre recommandée, mais ils m'ont menacé de m'enlever les courses si je continuais. Alors je paye moi-même. Alors je dis mais vous allez avoir combien à la fin du mois? Il me dit 1200 €. Je dis pour 120 heures par semaine, sans cotisation sociale. Elle me dit c'est vrai, j'ai un peu un ulcère à l'estomac. Je dis et votre vie? Il me dit ma copine m'a quitté. Mais comment vous voulez vivre de cette façon-là? Il y a des jeunes qui se précipitent. J'ai entendu Macron, il dit c'est mieux plutôt qu'ils soient pauvres dans leur quartier. Évidemment, si on prend les choses, il vaut mieux avoir un seul bras coupé que d'en avoir deux. Dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, vaut mieux avoir un seul bras coupé que d'en avoir deux. Il vaut mieux avoir seulement 2 bras que de perdre aussi une jambe. Mais justement, qu'est-ce que vous proposez en termes d'emploi? Parce que à ceux qui disent c'est mieux que rien. Non, mais pas pour Uber, pour justement un jeune qui là s'est lancé dans ça, faute de mieux. Qu'est-ce que vous proposez pour le développement de l'emploi? Je lui propose de faire ce qu'il veut. À la campagne. Je lui propose de faire ce qu'ils vont faire jeudi 15 décembre. C'est d'aller à manifester, de se syndiquer et de commencer à occuper les locaux d'Uber. Non, vous comme président, si on dit moi président, pour moi immédiatement c'est du travail dissimulé et c'est interdit. C'est-à-dire qu'on modifie la loi El Khomri parce que c'est la loi El Khomri qui permet ça. C'était son article 27, il a été décalé dans la version finale, mais c'est celui qui fait que l'article L7411.1 du Code du travail ne s'applique plus à eux, donc ils ne peuvent plus requalifier leur contrat en contrat de travail. Immédiatement, j'abroge la loi El Khomri. Comprenez? C'est-à-dire qu'on revient au fait que tous ceux qui travaillent, tout travail mérite salaire. Pas une commission commerciale. Tout travail mérite salaire. Et tout salaire a un droit inscrit dans le Code du travail. Et ça sera immédiatement fini avec Uber. Mais à condition d'avoir du boulot, il n'y a pas de boulot pour l'instant dans ce pays. Dans ces quartiers, il y a un taux de chômage effarant des jeunes. Enfin, vous faites comme si on vivait dans un monde où le travail était là. D'abord, Uber a été condamné partout, en Californie, même à Londres. Uber, s'il n'y a pas qu'Uber. D'accord, mais même tous ceux qui vous proposent des petits jobs, des mini-jobs. C'est-à-dire des jobs où on revient... Mais pourquoi les jeunes vont là au début? Pourquoi ça séduit les jeunes? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Alors qu'est-ce que vous proposez? Je veux leur donner des vrais choix. Alors lesquels? Comment vous faites pour résoudre le problème? Je vous dirais, sur l'île de France, je ferai une société d'économie mixte. Et cette économie mixte prendra tous les taxis. Ils auront des horaires normaux où ils pourront vivre. Ils sont à 35 heures, ils iront jusqu'à 48 heures en heures supplémentaires. Oui. Mais il y aura une organisation des timings. Et société d'économie mixte, partenariat public-privé. Oui, pour qu'il y ait. Oui, monsieur. Nationaliser un peu les taxis. Ça regarde absolument le public, le transport en Île-de-France. Pour qu'il y ait des taxis accessibles à tout le monde, à tout moment, avec une seule grande plateforme numérique qui permet immédiatement qu'on puisse avoir son taxi. Ça existe ailleurs dans d'autres villes. C'est pas l'anarchie comme chez nous. Mais ça se négocie. Oui, bien sûr, on rachète les plaques. Parce que contrairement à ce qui est dit, ça n'est pas si cher que ça. Et deuxièmement, les plaques en question, c'est à peine un dédommagement pour les heures supplémentaires que les taxis ont fait, ce qui fait qu'ils les méritent. Et donc en vérité, ce n'est pas si difficile que ça à trancher. Et donc à partir de ce moment-là, on a un grand service public de taxi sur l'ensemble de l'Île-de-France avec une efficacité où les usagers s'y retrouveront, où les salariés pourront vivre et où il y aura évidemment du droit du travail respecté. Mais vous donnez pas plus de boulot aux jeunes. Ma question c'était comment vous faites du chômage. C'est pas seulement d'ailleurs le problème d'Uber et des VTC. Mais le boulot aux jeunes d'abord. D'abord, c'est qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires par entreprise, parce que c'est inadmissible que 85% des jeunes se fassent embaucher en CDD. C'est une anomalie, puisque après, il y a 85% des contrats sont des CDI. Les CDD, c'est en flux. Donc, c'est un bizutage pour les jeunes. Donc, si on dit pas plus de 5% de CDD par entreprise, ils seront embauchés en CDI. Ensuite, après, il faut diminuer la durée du travail pour tout le monde, quel que soit l'âge, vous m'entendez bien. C'est-à-dire, si on passe à 32 heures, et avec la numérisation, on bosse pareil. 32 payés combien? Mais 32 payés 35, monsieur. Parce qu'il s'agit de partager les richesses, il ne s'agit pas de les enlever. Il s'agit de reprendre sur les dividendes. La France, l'année dernière, avait le record de dividendes. Et les marges des entreprises sont largement rétablies. Et il faut donc aussi contrôler les licenciements. Vous avez vu ce qui s'est passé à Airbus. Parce qu'on dit, il n'y a pas de boulot. Airbus. 1000 milliards de carnets de commandes pour les 10 ans à venir. 1000 milliards. Oui, mais des sites éparpillés. Oui, enfin bon, écoutez. On les regroupe et on rationalise. On rationalise en respectant les salariés qui sont dedans. Pourquoi ils ont supprimé 1134 emplois alors qu'ils ont reçu plusieurs millions, donc au titre de crédit impôt compétitivité pour embaucher. Donc par conséquent, il faut dire que si on passe à 32 heures à Airbus, eh ben ils vont embaucher. Ça fonctionne ailleurs. Il y a un exemple. La Suède. Ils sont à 30 heures. Non, mais de 35, ça marche. Ils sont passés. La Suède? 30 heures payés combien? Ils ont pas eu de perte de salaire. Personne n'accepte. Non. Personne n'accepte. Non. Personne n'accepte de perte de salaire ou de retrait de salaire dans ces cas-là. Et donc, en vérité, c'est une façon de partager à la fois le travail et à la fois les richesses. Et de prendre aux dividendes ce qu'ils ont en trop. Puisqu'on a un employeur, tu pourrais,
Faire 32, payer 35 ? Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous, c'est un peu spécial parce que nous, on est des collaborateurs, hein, donc on les paye en honoraire. Hein, c'est pas. Ah bah oui, c'est pas on n'a pas de charge. On n'a pas de charge sociale. Oui, donc, les cabinets d'avocats sont spécifiques. Les cabinets déjà. d'avocats, Bon, c'est très spécifique. Mais, et ils sont pas aux 35 heures non plus. Bon, hein. je sais ça. Mais par contre, vous êtes obligé de prendre des grandes entreprises. Allez-y, prenez Amazon, prenez tout ça. Là, c'est pas normal que les gens ne soient pas mieux payés, qu'ils ne bénéficient pas de meilleures conditions de travail, qu'il n'ait pas de comité d'entreprise, qu'il n'ait pas de CHSCT, c'est-à-dire de comité hygiène, sécurité, conditions de travail. Parce qu'en France, vous savez que les accidents du travail augmentent. On est à 547 l'année dernière. Ça redécolle, malheureusement. Et les accidents du travail redécollent pour les jeunes. Alors, quand on me dit, les jeunes, faut qu'ils aient du boulot, faut pas que ça soit au détriment de leur santé et de leur vie. Justement, alors, les jeunes, de santé. on nous dit que maintenant les jeunes prennent plus de risques pour bosser, donc ils ont plus d'accidents. C'est pas la société que je veux. Puisque vous parlez de santé et que vous êtes candidat à la primaire et donc à la présidence de la République, qu'est-ce que vous feriez là pour la lutte contre la pollution là en ce moment ? Je ferais ce qui se fait aujourd'hui au moins, c'est-à-dire la circulation alternée. Mais je prendrai des mesures. Bien, hein. Bon, enfin, il faut pousser parce que ça se fait à Lyon, ça se fait dans d'autres pays. Mais maintenant, après, il faut regarder de façon plus stricte parce que quand on parle, par exemple, des 48 000 morts dues aux pollutions. Mort prématurée. Mort prématurée. Mais moi, je pense tout de suite à quoi ? À Volkswagen. Vous savez, cette entreprise, la plus grande entreprise du monde, qui a truqué 11 millions de voitures pour qu'elles puissent polluer sans qu'on le voie. Et je me dis qu'il y a la responsabilité des entreprises et qu'il faut la prendre. Parce que la responsabilité des entreprises, elle doit se contrôler par les usagers. Elle doit se contrôler par les salariés avec des droits accrue à l'intérieur et elle doit se contrôler de façon publique parce que c'est là en amont qu'on peut lutter contre tous ces phénomènes de pollution, de destruction de notre environnement. Et la société pour laquelle je milite, c'est une société où il y aura 30% d'énergie renouvelable et durable dans une période de moins de 10 ans. Vous sortez du nucléaire ? Et c'est progressivement, tout le monde veut sortir du nucléaire. La question, c'est comment ça se fait. Bien sûr. Oui, mais oui et non. C'est-à-dire qu'il faut fermer. Faut fermer. Aujourd'hui, vous avez vu le danger des centrales. C'est-à-dire qu'en vérité, du point de vue des dangers des centrales, il y en a qui sont fermés, et on arrive déjà à aller vers 30% d'énergie renouvelable. Donc en vérité, c'est pas si difficile que ça d'avoir une société où on redistribue les richesses et où on respecte l'environnement et où on a une transition écologique. Puisque nous sommes en direct et que vous allez rester avec nous, Monsieur Gérard Filoche, on va ouvrir la page du Grand Prix de l'Élysée. C'est parti. Les grandes gueules. Je suis candidat. Je serai candidat. Le Grand Prix de l'Élysée. Le Grand Prix de l'Élysée sont toutes les nouvelles de cette campagne électorale. On va vous faire écouter quelqu'un qui était en meeting, avant d'écouter Manuel Valls, qui était en meeting hier auprès des plus pauvres dans le Doubs, à Audincourt. Sachez que vous attendez sa déclaration avec impatience. Il y a un nouveau candidat, un nouveau compétiteur dans la primaire. C'est le retour surprise de Vincent Peillon. Alors je pense que tout le monde avait un peu oublié. Il a été ministre de l'Éducation les 2 premières années du quinquennat Hollande. Vincent Peillon, candidat à la primaire de la gauche. Ça vous a surpris, vous aussi ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il vient faire là C'est passé par là. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on est en campagne, on se prépare, on a des programmes, etc. Quel est l'intérêt, quel est l'enjeu ? Je ne le vois pas clairement, quoi. Ah, si, alors certains disent que c'est une candidature télécommandée, téléguidée par des Hollandais, des aubristes, pour faire du mal à Manuel Valls. Bah, si c'est ça, la question est la même. Qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est pas ça qu'il faut faire. On doit parler aux gens avec notre cœur. On a besoin de dire pourquoi on veut augmenter les salaires et pourquoi on veut la retraite à 60 ans et pourquoi on veut passer à 32 ans. Donc des candidatures sincères. Oui. C'était un bon ministre de l'Éducation ? Oh, moi, j'ai pas de conflit avec Vincent Peillon, c'est même pas le problème. Je veux dire, je le respecte tout à fait comme tous les autres candidats à la primaire, in fine. Et si je suis sur le plateau, je respecterai une règle du jeu polie pour qu'on s'entende bien et qu'on ait aux arguments sur le fond. Mais vous me parliez de Valls à Audincourt. Oui, on va l'écouter parce que... Bon, on l'écoute. Allez, non, mais je vous sens, vous avez l'œil gourmand. Et puis Filoche, plus ça avance pour dire Jean Gabin. Tu as l'impression qu'il va les bouffer, quoi. Vous savez ce que je préfère chez Valls, c'est quand il dit que la phrase c'est à peu près, c'est pas grave si on n'est pas riche pourvu qu'on ait de la lumière dans les yeux. Oui, c'est une phrase. Et là, je vois la vôtre. Une phrase extraordinaire. Je vois la vôtre. Il a jamais eu une coupure d'électricité parce qu'il a eu une fin de mois difficile. Allez, on écoute Manuel Valls, Audincourt dans le Doubs. Je ne suis pas candidat à la primaire pour figurer. Je veux gagner. Oui, gagner. J'ai toujours voulu rassembler. Toujours. Mais j'ai cette mission aujourd'hui. C'est mon devoir. Je suis au centre, au cœur même de ce qu'est la gauche. Si je suis candidat à la présidence de la République, après le choix qui a été celui de François Hollande, c'est parce que je pense que je suis capable d'incarner la France dans ce monde d'aujourd'hui, d'incarner nos valeurs et d'incarner une France forte.
Non, c'est un rassembleur maintenant. Oui, s'il est quelque part, il est à l'extrême droite de la gauche. Il n'est pas au cœur de la gauche. Il veut rassembler, il veut réconcilier. Mais c'est les cris du cœur de Manuel Valls. C'est quand il est en Arabie Saoudite et que les salariés d'Air France manifestent et il les traite de voyous. Les cris du cœur de Manuel Valls, c'est quand il s'oppose à tous les manifestants de la loi El Khomri. Nous étions 3 500 000 à avoir manifesté au moins une fois. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Un 49-3, puis un 49-3, puis un 49-3. Ah, parce que quand on est contre le 49-3, on est marxiste. Je crois que beaucoup de démocrates n'ont pas besoin d'être marxistes pour s'opposer à des coups de force comme celui-ci. Donc vous ne croyez pas à sa volonté de réconcilier les gauches qui étaient hier irréconciliables? Quand il casse un siècle de droit du travail avec la loi El Khomri, c'est-à-dire qu'en fait, il subordonne les humains aux entreprises au lieu de subordonner les entreprises aux humains. Quand il fait ça, il va pas nous dire qu'il est au cœur de la gauche. Il est tout à fait en marge, c'est-à-dire la partie de la gauche blairis, d'ailleurs qui a été battue. Mais s'il gagne la primaire, alors on fait un petit scénario. Il gagne la primaire. Ne me demandez pas ce que je ferai quand je serai mort. Est-ce que vous vous rassemblez? Est-ce que vous le soutenez? Ne me demandez pas ce que je ferai quand je serai mort. Parce que je veux vivre. Et je veux vivre avec la gauche. Et pour vivre avec la gauche, j'appelle les gens à venir le 22 et le 29 janvier massivement. Si c'est votre candidat, pour battre Valls. Pour battre Valls. D'accord, pour battre Valls. Mais si c'est lui le candidat, vous le soutenez? Comme il me soutiendra, j'en suis sûr. Ça veut dire non. Ouais, c'est un pied de nez, ça fait rire, mais c'est pas. Je peux pas vous dire autre chose à ce stade, monsieur. On concourt. Donc c'est mal barré votre primaire de rassemblement. Non, monsieur, je suis pas. Excusez-moi. Oui, j'entends votre. Non, mais c'est clair. Si c'est Valls qui sort, votre révélation. À droite, ça a du sens. Et tout le monde soutient Fillon. Écoutez bien. Je suis pour un candidat unique, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Candidat unique. C'est-à-dire qui rassemble. Et si c'est Valls? Mais il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. Si c'est Valls, on a perdu. On peut pas battre le programme de Fillon avec le programme de Valls. Sur la sécurité sociale dont je parlais tout à l'heure. Fillon, lui, il veut ne pas rembourser les petits risques. Si en face, vous n'avez pas un programme de gauche complet, si vous avez le programme de Valls tel qu'il l'a appliqué, on a perdu. Vous ne pouvez pas espérer avoir des parrainages de la part de socialistes qui n'ont pas vos idées, mais qui sont démocrates, qui se disent Filoche, il mérite quand même parce qu'il a une voix à porter, et donc je lui donne mon parrainage. Si au moins au minimum, vous vous engagez pas dans l'esprit de toute primaire de soutenir celui qui va gagner. Mais non, mais ça y a. On est d'accord. Dans l'esprit de la primaire depuis le début, je suis engagé. Je suis absolument pour qu'on se départage, non pas entre nous, mais avec les voix des électeurs. Et j'ai confiance. J'ai tellement confiance que je cours ce risque. Bon, mais si Valls gagne, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tellement confiance que je cours ce risque. Il ne va pas répondre. Il n'aura pas de réponse. Mais non, mais écoutez, c'est écrit, quand on participe à la primaire, on va se soutenir les uns les autres, celui qui va gagner. C'est écrit sous cette forme. Alors, d'ailleurs, j'attends que Valls l'écrive aussi. Je ne sais pas qui y aura comme autre candidat, mais font tous la même écriture si je suis candidat, n'est-ce pas? Au Grand Prix de l'Élysée, on a un recadrage. Recadrage de Marine Le Pen vis-à-vis de Marion Maréchal Le Pen. La tante recadre la nièce. Que les choses soient très claires, je ne remettrai pas en cause l'accès à l'IVG, de quelque manière que ce soit. Donc j'espère que les choses ont été entendues. En revanche, M. Boulot, je ne me limiterai pas à ça. Je défendrai aussi dans cette campagne le droit des femmes, dont je pense qu'il est aujourd'hui attaqué. Chose au clair entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Si à peu près 85-90% de l'opinion qui est favorable à l'IVG gagne sur eux, elle aussi, tant mieux, hein, tant mieux. Elle est favorable aussi à l'IVG, j'entends. Non mais je crois, pardon, mais on voit ça comme un recadrage de la tante sur la nièce. Je crois surtout que c'est un recadrage par rapport à Fillon. C'est ça qu'elle a en tête, hein. Et elle a été effectivement assez agacée que la nièce dise sa peur électorale que lui inspirait M. Fillon. Donc je pense que lorsque Marine Le Pen dit ça avec cette fermeté que vous avez entendue hier, elle pense davantage à M. Fillon qu'à Marion. Et là, on est dans une zone de gens, hein, vous parlez aussi de Fillon, qui ne représentent pas la majorité de notre société. Ah bon ? La majorité de notre société, elle est très clairement, depuis très longtemps, pour le droit à l'IVG. La majorité de notre société, à 82%, le dernier sondage disait qu'elle était favorable à accueillir les migrants. La majorité de notre société, c'est celle de la manifestation d'après le massacre de nos amis de Charlie Hebdo. C'était celle qui était 4 millions dans la rue et qui avait un crayon à la main, des fleurs à la main. C'est l'humanité, notre pays. C'est la fraternité. C'est ça, la majorité de la France. C'est pas Fillon, avec son agressivité, héritier des maîtres des forges et de la droite absolue. C'est pas Le Pen qui sont en marge. Vous savez, moi, je n'hésite jamais avec. C'est pourtant les deux qui sont en tête. C'est fini. Oui, mais les deux Le Pen, c'est des fascistes. Si les gens vont le comprendre, comme ils l'ont compris en Autriche. Merci Gérard Filoche d'avoir passé le grand oral G. C'est terminé. Gilles-Louis Abgonet.